Monsieur le ministre, merci de nous accueillir au ministère des Solidarités et de la Santé, même si c'est virtuellement, et d'avoir accepté de prendre sur votre temps, ce qui doit être particulièrement difficile dans la situation actuelle. Merci au nom des 1600 inscrits et participants à cette journée. Merci au nom des organisateurs, la Fédération Addiction évidemment, mais aussi la Fédération française d'addictologie, le Comité national de pilotage de la psychiatrie, Santé mentale France et des 14 organisations collectivement impliquées dans la préparation de cette journée, associations de professionnels, mais aussi associations de patients, associations de familles et d'entourage. Ceci dit, Monsieur le Ministre, s'il n'y avait eu ces incertitudes d'agenda liées à la crise actuelle, nous aurions été néanmoins assurés de votre présence aujourd'hui, car nous connaissons votre implication ancienne et soutenue, déjà en tant que député, dans les questions de santé mentale et d'addiction. Je rappelle que vous avez été déterminant sur la question de l'encouragement de la réduction des risques pour les usagers de drogue en tant que rapporteur de la loi de modernisation du système de santé en 2016 et que vous avez également été particulièrement investi sur les questions d'alcoolisation des jeunes, de réduction du tabagisme, de prévention des surdosages, des questions de vape et même des questions de cannabis thérapeutique. Nous ne doutons donc pas de votre engagement sur ces questions de pathologie duelle, à la fois psychique et addictive, et nous vous remercions de nous le confirmer aujourd'hui encore, et de quelle manière, par votre présence. Monsieur le ministre, cher Olivier Véran, nous attendons donc vos propos avec impatience et avec confiance. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, chers tous, d'abord merci d'avoir rappelé mon humble parcours comme parlementaire sur les questions d'addiction. C'est vrai que je suis un fervent partisan de la politique de réduction des risques. Il n'y a pas de société sans drogue, ça n'existe pas. Et donc, nous devons tenir compte de cette réalité-là pour mener des politiques publiques qui soient les plus opérationnelles possibles et qui prêtent une attention particulière aux plus fragiles d'entre nous, ceux qui n'ont pas forcément accès aux grandes politiques de réduction des risques aujourd'hui. C'est vrai que dans la loi, vous me rappelez un souvenir qui me paraît très lointain désormais. J'avais eu la chance d'être rapporteur d'un certain nombre de dispositions comme les salles de consommation à moindre risque. Je m'étais également engagé sur le libre accès de la naloxone pour limiter les risques liés à des overdoses pour les consommateurs et leur entourage. Et j'ai été à bonne école à Grenoble. Je ne sais pas s'il est là, mais je salue Michel Malaret qui m'a beaucoup introduit sur les questions d'addiction, ainsi que Amine Benyamina aussi, avec qui j'avais eu le plaisir de travailler. Donc je suis très heureux pour toutes ces raisons d'intervenir dans cette journée nationale addiction et troubles psychiatriques. Effectivement, ici au ministère des Solidarités et de la Santé, comme les plantes vertes derrière moi l'indiquent. Le sujet qui nous réunit est un enjeu de santé publique majeur. Je salue tous ceux qui ont préparé cette journée. Et ils sont nombreux, mais je vais les citer. Le Collège universitaire national des enseignants en addictologie, l'Association nationale des équipes de liaison et soins en addictologie, l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues, l'UNAFAM, la FNAPSI, l'ASUD, le Collège de médecine générale, le Collège national des généralistes enseignants et la Conférence nationale des présidents de CME et CHS. Je n'oublie pas les directions d'administration centrale, particulièrement mobilisées sur l'addictologie et la santé mentale, avec la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins, la délégation à la santé mentale et à la psychiatrie, mais aussi, bien évidemment, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Beaucoup de monde et du beau monde, donc, pour une cause qui en vaut la peine, qui demande de la coordination, de l'engagement et de l'intelligence collective. Vous êtes environ 1500 inscrits, ce qui témoigne non seulement de l'intérêt porté au thème qui nous réunit, mais aussi du grand besoin d'échange dans la diversité des métiers et des filières que vous représentez. C'est d'ailleurs tout le sens de cette journée nationale que de favoriser les coopérations et une meilleure connaissance entre les acteurs de l'addictologie et de la psychiatrie. J'ai parlé d'enjeux de santé publique majeurs, et les chiffres sont là pour rappeler, si besoin était, qu'au-delà de la souffrance et de la stigmatisation récurrente des patients, les conduites addictives sont à l'origine d'une mortalité prématurée contre laquelle nous pouvons agir. À titre d'exemple, le tabac et l'alcool provoquent près de 130 000 morts par an dans notre pays. Un ministre de la Santé ne peut se satisfaire d'un pareil bilan. De la même manière, on compte plus de 900 000 hospitalisations annuelles en raison de troubles mentaux ou du comportement liés à la consommation excessive d'alcool. La moitié des patients admis en service hospitalier présentent un trouble mental associé à un abus de substances, principalement l'alcool, mais aussi le cannabis et les sédatifs. Nous savons que la concomitance de troubles psychiatriques et de conduites addictives, ce que nous appelons les pathologies duelles, vous en avez parlé en introduction, cette concomitance est très fréquente.
Cette morbidité duelle pose des enjeux spécifiques pour les actions de prévention, de repérage précoce et de prise en charge adaptée. En bref, nous devons trouver ensemble les voies et moyens par lesquels addictologie et psychiatrie ne seront pas deux options possibles ou deux portes d'entrée, mais les deux faces d'une même médaille, et ce, au bénéfice des patients. Si l'on entre dans le soin via l'addiction, le risque est celui d'une prise en charge psychiatrique lacunaire. Si l'on entre dans le soin via la pathologie psychiatrique, le risque est celui d'une prise en charge addictologique insatisfaisante. Dans les deux cas, on passe à côté de quelque chose, et c'est la rechute, c'est la réhospitalisation, et ce sont des risques toujours plus grands pour le patient. Le contexte de la crise sanitaire voit s'accentuer les difficultés pour les personnes souffrant de pathologies duelles. Cette journée nationale tombe à point nommé pour trouver ensemble des solutions pour jouer collectif ou tout simplement pour pouvoir se parler. Parce que l'addictologie et la psychiatrie sont elles aussi confrontées à cet enjeu du décloisonnement des dispositifs sanitaires, médico-sociaux et de premier recours. Le décloisonnement, nous en parlons depuis 2017, et même avant, disons-le, parce que c'est le grand défi de notre système de santé, et il est temps de s'y mettre vraiment. C'est aussi la clé pour parvenir à une prise en charge intégrée des personnes souffrant de pathologies duelles. Nous ne partons pas d'une page blanche, et plusieurs travaux ont été lancés ces dernières années. Je pense notamment au guide repère de la Fédération Addiction, aux travaux du Centre de preuves en psychiatrie et santé mentale, ou encore aux travaux de la Commission nationale de la psychiatrie. Nous avons également une feuille de route santé mentale et psychiatrie et un plan national contre les conduites addictives que je n'ai pas besoin de présenter ici puisque vous en êtes tout à la fois les concepteurs et les principaux acteurs. Et vous ne m'en voudrez pas de rappeler que le Ségur de la santé n'est pas passé à côté de la santé mentale, ni de l'accompagnement des patients en addictologie, avec des sommes considérables que nous avons consacrées à renforcer notre capacité d'aller vers avec des équipes mobiles pluridisciplinaires. Nous avons aussi voulu promouvoir des postes partagés entre l'hôpital et le secteur médico-social en addictologie, en expérimentant des postes d'infirmiers de pratique avancée en addictologie. L'argent du Ségur, c'est aussi de manière concrète le renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie. Et c'est parce que c'est à mon sens indispensable la mise en place des binômes médecins généralistes psychologues, sans reste à charge pour le patient, au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé, pour des patients consommateurs de tabac, d'alcool ou de cannabis sans dépendance. J'ajoute, parce que je ne veux pas faire l'impasse, que je sais qu'il y a de l'émoi et des attentes fortes en matière de revalorisation salariale pour des acteurs de la santé qui peuvent exercer dans des structures qui aujourd'hui ne sont pas pleinement bénéficiaires des mesures salariales du Ségur. La mission que j'ai confiée à Michel Laforcade se poursuit. Nous avons déjà élargi le périmètre des bénéficiaires du Ségur et je n'oublie pas les CARUD et autres structures qui attendent cela et je le comprends et j'espère vraiment qu'on pourra aboutir dans les meilleurs délais. Toujours au registre des moyens, je rappelle ici que le fonds de lutte contre le tabac créé en 2018 a été étendu en 2019 aux autres addictions liées à une substance psychoactive. Nous avons des objectifs et mieux encore, nous avons des moyens et des initiatives pour les atteindre. Le projet Psychotrauma Dicto, porté par la Fédération Addiction, a été retenu en 2020 et j'y vois un outil pertinent et efficace pour améliorer le repérage, l'accompagnement et le parcours de soins des usagers. Bien d'autres projets et initiatives, soutenus par les agences régionales de santé, vont dans le sens d'une approche intégrée de la psychiatrie et de l'addictologie, et nous allons collectivement dans la bonne direction. Mesdames, Messieurs, une grande partie du corps médical français pense qu'il est inutile de perdre son temps et l'argent de la nation à s'occuper des alcooliques. Voilà ce que l'on pouvait lire dans l'hebdomadaire Le Généraliste en 1982, j'avais 2 ans, à une époque où la condamnation morale des conduites addictives était, semble-t-il, plus forte que l'aide thérapeutique. Les temps ont changé, et près de 40 ans plus tard, nous n'en sommes heureusement plus là. Ce que j'attends de cette journée nationale, c'est qu'elle apporte des éclairages sur ce que nous pouvons faire depuis le repérage précoce jusqu'à la prise en charge pour réduire les risques et les dommages. La diversité des intervenants et des inscrits est déjà une réussite, et cela me donne confiance face aux défis immenses que nous devons relever ensemble. Tout en disant cela, j'ai conscience que nous avons encore des pas à franchir en matière de réduction des risques. Nous avons encore des débats de société qu'il nous faut mener de front. J'ai besoin fondamentalement de l'expression publique, rigoureuse, déterminée, persistante des associations d'usagers, des soignants, des spécialistes, universitaires ou non, ceux qui font face au quotidien aux problèmes que peuvent poser l'addictologie dans toute leur complexité, dans toute leur diversité. Nous devons, j'en suis vraiment convaincu, croyez-le, aller plus avant en matière de politique des réductions des risques. C'est pas simple.
On est parfois au carrefour des politiques de répression des usages. Et je le dis, il n'y a pas de société sans drogue, ça n'a jamais existé, ça n'existera nulle part. Même dans les pays dans lesquels les consommations peuvent être passibles de peine de mort, on voit qu'il y a quand même des pratiques addictives qui existent. Les raisons sont multifactorielles, qui font appel à la psychiatrie, qui font appel aussi à la neurologie. J'en sais quelque chose pour être moi-même neurologue. Parfois aux problèmes sociaux, aux pratiques sociales, parfois à des rites. Il nous faut envisager ce sujet-là dans toute sa complexité, sa diversité, je le disais, pour aller de l'avant et faire en sorte qu'au fond, on réussisse là où on nous attend, c'est-à-dire venir en aide à ceux qui ont besoin qu'on leur apporte notre aide. Je vous souhaite donc de poursuivre vos échanges avec un esprit constructif, créatif, ambitieux, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je ne sais pas si nous avons le temps de quelques questions. Peut-être 2 ou 3 questions, si vous le souhaitez. Oui, parce que nous avons eu beaucoup de retours, évidemment, des participants. Et alors, je dois vous assurer tout d'abord que nous serons évidemment à vos côtés pour développer des plaidoyers associatifs en faveur de la promotion des actions de réduction des risques dans notre pays. Enfin, c'est un élément tout à fait essentiel. Mais pour vous faire juste 2-3 questions et pour rebondir rapidement, je pense que dans le domaine du décloisonnement entre les services de psychiatrie et les services d'addictologie, les choses avancent bien. Il y a un secteur qui me semble important à travailler, c'est également un décloisonnement entre les modalités d'action. C'est-à-dire qui peuvent être soit hospitalières, un peu biomédicales, qui peuvent être psychothérapeutiques, vous avez parlé des binômes, mais qui peuvent être aussi du côté de l'adaptation sociale, de l'accompagnement social, de l'insertion sociale. Et je crois qu'il est important que ces différentes approches puissent être placées sur un plan d'égalité, parce que parfois certaines souffrent d'un déficit peut-être de reconnaissance, et je vous remercie au passage des perspectives que vous avez ouvertes au plan salarial, justement pour les salariés de XAPA et de CARUD de gestion associative. Est-ce que vous pensez que dans le cadre des PTSM, de ces projets territoriaux qui se développent actuellement, on pourrait peut-être mieux intégrer ces actions sociales, ces XAPA, CARUD de gestion associative, et ne pas limiter, disons, l'aura, si j'ose dire, de l'addictologie au seul secteur hospitalier? Totalement en phase. Vraiment, je crois fondamentalement au rôle des PTSM. Je crois aussi qu'il faut sortir de l'hospitalocentrisme. On a évidemment besoin de l'hôpital, mais c'est à l'échelle du département, je pense, que les choses se coordonnent le mieux, faisant le lien entre les acteurs de la prévention, les acteurs du soin, de l'inclusion sociale. C'est très pertinent le PTSM, surtout pour les parcours, pour les pathologies complexes, notamment les pathologies duelles associant troubles psy et troubles addictaux. Il faut absolument embarquer la plus grande diversité possible des acteurs, être capable de se retrouver, de travailler ensemble, de s'écouter, de partager. Et la mise en place des coordonnateurs de PTSM, c'est une mesure du Ségur de la santé. Justement, elle vise à atteindre cette logique d'intégration. Enfin, il y a le développement d'un nouveau métier auquel je crois, qui est le case manager, en afro-anglicisme, pardon, et qui contribue également à la mise en place des logiques de coopération entre les acteurs des différents champs dans les territoires. Je vous remercie et juste un petit mot complémentaire, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Justement, sur l'évolution des métiers, il y a cette réflexion autour des case managers. Il y a toute la question aussi des pairs aidants, de la reconnaissance de la place des usagers impliqués, et notamment dans la perspective des ouvertures prochaines dans le cadre du Ségur, de ce que vous voulez promouvoir en termes d'équipes d'aller vers, d'équipes mobiles, etc., où la place des usagers mobilisés sera tout à fait essentielle. Quelle reconnaissance pourrions-nous leur apporter? Là aussi, je suis pas à convaincre. Figurez-vous que dans une logique plus générale d'ailleurs, de pair accompagnement, de pair aidance, j'avais parrainé la création d'une université des patients à Grenoble, au CHU dans lequel j'exerçais, dont j'étais le député. Je crois profondément qu'on doit. Moi, je suis un partisan de la démocratie sanitaire. Le 4 mars dernier, on a fêté les 18 ans de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients. On a transformé. Il y a eu une métamorphose du patient en usager. Le patient renvoyé à la notion de passif. L'usager, il a des ayants droit, il est acteur de sa santé. Et il est acteur pour lui-même, il doit pouvoir être aussi acteur pour les autres. Il doit apporter son expertise. Et en matière d'addictologie, c'est encore plus vrai, puisque le partage d'expérience, on le voit d'ailleurs, c'est né par les mouvements collectifs de gens qui se rassemblaient pour parler, les mouvements des alcooliques anonymes ou autres. Mais l'accompagnement et la paire aidance, j'y crois volontiers. Il y a des belles expériences en France qui sont menées. Je pense à celle de la Croix-Rouge, par exemple, aux plateformes Esper. Donc,
ce sont des expériences qui sont dites pilotes, même si on a quand même un certain recul international en la matière. Moi, je souhaite pouvoir le développer. S'il faut discuter de la question d'un statut pour les pères aidants, on peut évidemment l'envisager. Je vous invite juste à faire en sorte qu'on ne cloisonne pas et qu'on ne mette pas trop de normatifs dans quelque chose qui repose d'une impulsion à la base profondément altruiste et en tout cas indispensable dans notre société. Je vous remercie parce que vraiment c'est un enjeu tout à fait majeur et comptez sur nous donc pour promouvoir la reconnaissance du dispositif addictologique, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit en libéral, qu'il soit dans les structures médico-sociales. Il est insuffisamment reconnu actuellement et repéré par les familles, par les patients, parfois aussi par les professionnels de première ligne. Et donc ça sera tout à fait important dans la période qui vient de promouvoir la visibilité, la notoriété de notre dispositif. Nous savons que vous pouvez compter sur nous et nous savons que nous pouvons compter sur vous. Merci encore pour votre présence parmi nous et pour nous avoir accueillis au ministère. Merci à vous. C'était une bouffée d'oxygène que de discuter avec vous. Je vais devoir retourner dans l'univers du Covid. Si je peux me permettre l'expression, dans les niveaux d'emmerdement aussi, on a des journées qui sont rouges, rouge foncé, rouge écarlate. Et depuis hier, je crois qu'on est passé en écarlate. Voilà, donc je vais y retourner sans plus tarder. Mais encore une fois, merci pour ces échanges et comptez sur mon soutien. Il est sincère, il est appuyé et il sera concret. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Et pour les personnes qui veulent nous suivre, au revoir, merci. Pour les personnes qui veulent nous suivre encore cet après-midi, on se retrouve à 14 h pour la table ronde 3 sur les démarches de réduction des risques d'aller vers dans l'approche d'accompagnement des pathologies duelles. Merci beaucoup.